C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lioma pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons continuer la série de vidéos Tana sur les cours d'anatomie, toujours à la deuxième unité de la deuxième année médecine, l'unité sur l'appareil digestif. Et aujourd'hui, nous allons faire le cours sur l'anatomie de l'estomac. Après avoir abordé la cavité orale, les glandes salivaires, le pharynx et la dernière fois l'œsophage, on va continuer donc l'étude anatomique structurelle de notre tube digestif avec cette fois-ci l'un des segments les plus dilatés du tube digestif qui n'est rien d'autre que notre fameux estomac. Avant de commencer le cours Tana, on remercie, comme à notre habitude, les professeurs de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement l'IOMA Dr Baba, pour être le diapo de cours que l'on va utiliser. Sans plus tarder, on peut commencer et voilà le plan et le cours qu'on va suivre, histoire d'étudier l'anatomie de l'estomac. On va commencer bien sûr avec une introduction où on va définir l'estomac, citer la fonction et l'importance de cet organe au niveau du tube digestif, au niveau de l'appareil digestif de manière générale. On va le situer, Winjay, l'estomac, il se trouve où? On va voir, c'est un organe qui a des repères squelettiques importants à connaître, surtout en clinique, surtout pour l'anatomie palpatoire, parce que Kemal Kchoufi fait le schéma de droite, c'est un organe qui est, bon, on va spoiler un petit peu pour la situation, ça il se situe dans la cavité abdominale, mais a une projection thoracique. On dit que c'est un organe qui est thoraco-abdominal. Il a une projection thoracique tout simplement parce que Kemal Akchouf, il est partiellement recouvert, du moins une partie de cet estomac est recouvert par le gris costal, les côtes avec les différents cartilages costaux. Ça, c'est important à savoir pour justement être capable de palper et de connaître l'emplacement exact de notre estomac. Donc les repères squelettiques viennent continuer le point sur la situation. Une fois les dimensions, de l'estomac, la longueur TAO, la largeur TAO, l'épaisseur TAO. Bien sûr, ce sont des paramètres dimensionnels standards qui sont bien sûr variables, évidemment. On va attaquer l'anatomie descriptive. L'estomac, c'est un organe qu'on va devoir du coup décrire d'un point de vue externe, la configuration externe TAO, quelles sont les parties qui vont constituer de l'estomac, quelle est la forme de l'estomac d'ailleurs. Je faut la configuration interne, Wishkane à l'intérieur de l'estomac. Est-ce qu'il y a des structures anatomiques intéressantes à connaître, la configuration interne à l'intérieur de cet estomac? Ça a un intérêt clinique ou alash, parce que quand tu fais une fibroscopie, euh, l'objectif justement c'est d'explorer l'intérieur de l'estomac. Donc connaître les différentes structures qui peuvent s'y trouver, c'est intéressant du coup pour plus tard. On terminera le point anatomie descriptive avec un petit peu d'histologie, la structure histologique de l'estomac, bien sûr en très très résumé, parce que c'est pas un cours d'histo. On a tout un cours d'histo sur l'estomac, donc rien de matrage sur ce point-là, même idée je vais le faire très vite. Et ensuite on va continuer le cours avec les moyens de fixité. L'estomac, c'est un organe, on va voir, qui est très mobile, mais on a besoin du coup de plusieurs ligaments, plusieurs replis péritonéaux qui vont permettre de le garder en place. On va les voir juste après. On terminera le cours Tana avec l'une des parties les plus importantes qui est l'anatomie topographique, c'est-à-dire les rapports anatomiques. وشنو les structures اللي راهم قدام l'estomac واللي حيديروا un rapport anatomique معاه. C'est des notions qui sont importantes à connaître, surtout par exemple en chirurgie, pour permettre d'explorer et d'intervenir sur l'estomac. Il faut connaître les différents éléments vasculaires, nerveux et même viscéraux, l'icône de près ou de loin, قراب عندهم un rapport avec l'estomac. On terminera avec la vascularisation et l'innervation de cet organe, vascularisation artérielle, veineuse, lymphatique, et bien sûr l'innervation. Spoiler, elle est de type sympathique et parasympathique, on va la voir vers la fin de le cours. Donc, on commence avec la définition de notre estomac. On va introduire le cours en définissant notre organe terne. Alors, l'estomac, qu'est-ce que c'est? L'estomac, qu'on appelle tenet gaster, c'est un organe du tube digestif. C'est un organe dilaté, un segment dilaté du tube digestif qui vient juste après l'œsophage et qui vient juste avant l'intestin grêle, le premier segment de l'intestin qui est le duodénum. Il va faire suite à l'œsophage par le biais d'une jonction
par le biais d'un orifice, l'orifice supérieur de l'estomac, la jonction gastro-œsophagienne qu'on appelle le cardia. On en a déjà parlé, qui donne l'œsophage, elle se situe, elle se projette aux alentours de la 11e vertèbre thoracique, sur la gauche. Et cet estomac va se terminer avec la jonction gastro-duodénale, donc avec le duodénum, première portion donc de l'intestin théaque, par un orifice, kiff kiff, l'orifice inférieur de l'estomac qu'on va appeler le pylore. L'estomac, le but تاعو وشنو هو la fonction ou le but تاعو. La fonction تاعو, c'est de continuer la digestion, c'est le siège de la deuxième phase de digestion, la phase gastrique, où on va sécréter donc de l'acide, du HCl, donc une acidité caractéristique de l'estomac pour pouvoir justement continuer la dégradation de notre bol alimentaire. On va le dégrader, on va le transformer en espèce de bouillie, moitié liquide, moitié solide. On va dire que c'est une bouillie plus ou moins liquide qu'on va appeler le chim. Ce chim, d'ailleurs, le but TAO, c'est de l'évacuer progressivement par le biais donc, de l'orifice pylorique, par le biais donc, de la formation sphinctérienne au niveau du pylore, progressivement le duodénum et le reste à l'intestin pour continuer la dégradation et la digestion TAO et permettre l'absorption TAO, histoire d'absorber les nutriments euh, nécessaires du coup pour la survie des cellules TAC et pour les différentes voies métaboliques de l'organisme TAC. Ça, c'est l'introduction et la définition de notre estomac. Il se situe où l'estomac d'ailleurs? L'organe dilaté, le tube digestif. Alors, on va avoir du coup plusieurs emplacements. Enfin, il a un seul emplacement bien sûr, mais vu que l'abdomen et la cavité abdominale ont plusieurs divisions, on va citer tous les emplacements de l'estomac par rapport aux divisions de l'abdomen. Sur le court et le péritoine, on avait dit, on peut nqsmo l'abdomen, la cavité abdominale, en deux parties. Une partie, un étage supra ou la sus-mésocolique au-dessus du côlon, enfin du méso, le côlon transverse, et une partie où il a un étage inframésocolique, justement le méso, le repli péritonéal, le côlon transverse. Deux étages. Le troisième étage, c'est l'étage du coup pelvien, mais ça c'est pour la cavité pelvienne. Donc l'estomac, d'un point de vue de cette division-là de l'abdomen, de la cavité abdominale, il est bien sûr au-dessus du côlon transverse, au-dessus du méso, le côlon transverse. Donc c'est un organe qui fait partie de l'étage sus-mésocolique. C'est un organe aussi qui est qui fait le schéma juste tête le diaphragme. Donc il va faire suite à l'œsophage abdominal avec l'orifice avec le cardia. Donc il se situe à la gauche, juste tête la coupole gauche du diaphragme. On dit qu'il se situe au niveau de la loge sous-phrénique gauche. Cette loge sous-phrénique gauche, elle est délimitée, elle est limitée en haut bien sûr par la coupole diaphragmatique, le diaphragme. En bas, vu que c'est un organe sus-mésocolique, il est du coup limité par le côlon transverse. Sur la droite, tu vas retrouver le foie, avec surtout le lobe gauche, le foie. Et sur la droite, enfin pardon, sur la gauche, tu vas retrouver la rate TAC. Ça, c'est pour l'emplacement de l'estomac par rapport au diaphragme et au méso du côlon transverse. Maintenant, l'anatomie palpatoire, la clinique, il faut savoir que l'abdomen, tu peux le diviser, enfin tu vas le diviser, surtout l'anatomie palpatoire, l'examen clinique, en 9 quadrants. Les 9 quadrants de l'abdomen sont les suivants. On aura un premier étage, le fourani, qui va contenir l'ouest et en haut l'épigastre, et de part et d'autre, l'hypochondre gauche et l'hypochondre droit. L'étage التحتاني, on aura trois emplacements. L'emplacement l'ouestané, ce sera la région ombilicale ou la péri-ombilicale. Et de part et d'autre, on aura le flanc gauche et le flanc droit. Et le tahta, on aura la région hypogastrique avec de part et d'autre les fosses iliaques gauche et droite. Chacun de ces quadrants va contenir donc des organes de notre cavité du coup abdominale. Ici, l'estomac, qui nous intéresse, le cours bien sûr, il se situe qui deux emplacements, deux quadrants. Une partie qui va se situer l'hypochondre gauche, malarat, et avec une partie au niveau de l'épigastre avec, par exemple, le foie. Ça, c'est la situation que l'estomac, c'est la situation de l'estomac, l'espace que l'estomac va pouvoir occuper.
juste tête, le diaphragme, la coupole gauche du diaphragme dans la loge qu'on va appeler la loge sous-phrénique gauche, au-dessus du mésocolon transverse au niveau de l'étage sus-mésocolique, et c'est un organe qui va occuper deux cadrans donc l'abdomen, l'hypocondre gauche et l'épigastre. Maintenant, c'est un organe intéressant au niveau de son emplacement, l'estomac, parce qu'on dit que c'est un organe thoraco-abdominal. On a dit qu'il se situe dans la cavité abdominale. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit thoraco? Tout simplement parce que a une projection de l'estomac, il se projette sur le gris costal. Parce qu'en fait, la cavité thoracique, enfin la cavité abdominale, le haut, faut savoir que la partie الفوقانية de la cavité abdominale elle va تكون مغلفة partiellement par justement المجموع تاع les côtes avec les côtes التحتانيين avec leur cartilage costaux qui viennent s'insérer et s'attacher au niveau du bas de sternum. Donc ces différentes côtes, ce gris costal qui va venir protéger une partie des organes sus-mésocoliques de la cavité abdominale donne justement à ces organes une projection, une topographie, non pas juste abdominale, mais thoraco-abdominale. Et l'estomac en fait partie, qui m'a la rate, qui m'a le foie. Le foie qui se situe au niveau il va prendre la place à l'hypocondre droit, il vient même se situer ici au niveau de l'épigastre, il peut même aller, il bat une petite partie au niveau de l'hypocondre gauche. C'est un organe qui est partiellement relève ici par le gris costal. Même chose pour la rate, même chose pour l'estomac. Ce sont des organes qui ont des projections thoraco-abdominales. Alors l'estomac, il se situe exactement où? Sa projection et ses repères squelettiques par rapport à la paroi thoracique. Donc, la loge sous-phrénique gauche l'estomac, il est partiellement, surtout la partie focania, partie sous-thoracique, il est de la 5e à la 10e côte. 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e côte avec les cartilages costaux qui se continuent pour venir s'insérer au niveau du sternum. C'est un organe donc qui a une projection thoraco-abdominale. Il se situe sur la gauche par rapport à la colonne vertébrale et ça c'est important pour les rapports anatomiques et l'exploration chirurgicale ou même la palpation, l'examen clinique. Les orifices ils se situent où par rapport justement, quels sont les repères squelettiques pour repérer les extrémités et les orifices de notre estomac et les jonctions avec l'œsophage et le duodénum. On va commencer avec le cardia. Le cardia, donc l'orifice supérieur de notre estomac, jonction avec l'œsophage, qui m'a la dernière fois le cours de l'œsophage, certains auteurs vont te dire qu'il se projette à hauteur de T12, certains auteurs vont te dire qu'il se projette à hauteur de T10, c'est le cas fait le diapo, mais on va considérer qu'il se projette, regarde le schéma Hada de gauche, qu'il se projette à hauteur de T11. Je vais faire une parenthèse à ce niveau-là. On a du coup on a une divergence entre les auteurs sur la projection ici à le cardia, à l'orifice supérieur à l'estomac, car la description d'un cadavre à un autre. Les auteurs, ils ont décrit et projeté le cardia soit à T10, soit à T11, soit à T12, à ces environs. On va considérer, c'est pas faux de dire que c'est aux environs de T10 et de T12. C'est pas un QCM, mais derrière, mais maintenant on va considérer, du moins je vais considérer les vidéos le cours blessé aux alentours de T11 de par les informations déjà. On a dit que l'œsophage il allait traverser le diaphragme à hauteur de l'orifice du coup œsophagien du diaphragme à hauteur de T10 et qu'on a une portion abdominale de l'œsophage qui va faire environ 2 cm. Logiquement, si tu considères des informations comme vrai, si tu prends ça comme un postulat, comme Moussellama, automatiquement tu es obligé de considérer le cardia comme étant à hauteur de T11 et non pas à hauteur de T10. Parce que justement, l'œsophage va traverser le diaphragme à T10 et avec une portion abdominale de 2 cm. Ça colle pas. Donc tu es obligé de considérer à T11, même si, qui m'a des variations, c'est soit des variations anatomiques, soit justement une divergence vis-à-vis des différents auteurs. On va la parenthèse. Donc, le cardia à hauteur de T11. Pour le deuxième orifice, qui est l'orifice pylorique, le pylore ternant, il va se situer à droite, cette fois-ci, qui m'active, non pas à gauche qui m'a le cardia, à droite de la première vertèbre lombaire, c'est-à-dire de L1. Ça, ce sont des repères
squelettique important pour pouvoir situer déjà l'estomac Winjai à peu près, d'un point de vue vertébral, et aussi pour pouvoir situer la fin de l'œsophage et le début du duodénum terna. D'ailleurs, le duodénum, on en reparlera le prochain cours. Ça, ce sont les repères squelettiques qui vont venir compléter la situation et l'emplacement de l'estomac. D'un point de vue dimension, quels sont les paramètres et les paramètres dimensionnels, la hauteur, la largeur et l'épaisseur et même la capacité de notre estomac? Alors bien sûr, l'estomac c'est un organe, il va recevoir de la nourriture et de l'eau, hein, bien sûr, donc il va se remplir. Il est capable de se remplir, c'est un organe qui peut se remplir, donc les dimensions تاعو, les paramètres dimensionnels تاعو vont varier على حساب l'état de remplissage تاعو. Donc, on va considérer les valeurs هذوما qui sont présentes à le diapo comme étant des valeurs standards lorsque déjà l'individu il est couché et surtout lorsque l'estomac il est moyennement rempli. On va considérer que la hauteur moyenne de l'estomac va être aux alentours de 25 cm jusqu'à 30 cm. La largeur et l'épaisseur tournent aux alentours des 10 cm. Une largeur de 10 à 12 cm, comme c'est présenté ici, faites le schéma, et une épaisseur, c'est-à-dire un diamètre antéro-postérieur, un diamètre sagittal de 8 à 10 cm. La capacité de l'estomac, elle va varier de 1 à 2 litres. Ça, ce sont les dimensions de l'estomac. Maintenant, on entre le vif du sujet, lié à l'anatomie descriptive de notre estomac. On va décrire l'estomac d'un point de vue extérieur, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va voir la structure histologique, les différentes couches, les différentes tuniques qui vont composer la paroi gastrique. Alors, configuration externe de l'estomac. L'estomac, où il y a la forme تاعو. Déjà, c'est une poche. Hein. Déjà, il a la forme d'une poche. C'est une poche au niveau du tube digestif. Il va continuer le tube qui était l'œsophage et il va précéder le tube l'intestin qui sera la première portion qui sera le duodénum. Cette poche, elle a une forme de cornemuse. Est-ce que tu connais la cornemuse? La cornemuse, c'est un instrument de musique, un des Écossais, un instrument avant, qui a une forme plus communément de J. Et donc, on va dire que l'estomac, il a une forme de J. La lettre J, c'est littéralement la forme de l'estomac. C'est un organe qui est allongé, qui peut être considéré comme étant aplati d'avant en arrière, surtout lorsqu'il n'est pas rempli, et c'est un organe qui est courbé. Vu qu'il a une forme de J, c'est un organe qui est courbé, qui va présenter deux bords qu'on va appeler les deux courbures de l'estomac. Le bord droit, c'est ce qu'on appelle la petite courbure. Elle va aller donc du cardia, de l'orifice supérieur de l'estomac, jonction avec l'œsophage, jusqu'à la jonction avec le duodénum. Et ensuite, on a le bord gauche, qui est lui beaucoup plus long. C'est ce qu'on va appeler la grande courbure. Cette grande courbure, elle va aller kiff-kiff du cardia. Ici, on a une espèce de petite incisure qu'on va appeler l'incisure cardiale, qui a été décrite par quelqu'un que tu connais, un savant que tu connais déjà, Is, voilà, Is, que tu as déjà étudié l'unité cardiovasculaire. L'incisure elle dit de Is jusqu'à, cette grande courbure, elle va aller jusqu'à, kiff-kiff, le pylore, l'orifice inférieur de notre estomac. Ces deux courbures vont permettre de donner la forme de J, la forme courbée à notre estomac qui va présenter deux faces. Une face antérieure et une face postérieure parce que comme on a dit, il est aplati. Maintenant, cet estomac, comme tu peux le voir, il a une forme de J, mais il va présenter plusieurs parties. Classiquement, on divise l'estomac en 3 parties. Je dis bien classiquement. Là, on va le diviser en 4 parties, tu vas comprendre. Ouais. Les 3 parties classiques de l'estomac, c'est cette partie-là, le focanian. C'est ce qu'on appelle, c'est une espèce d'odana kbera, c'est une grosse tubérosité. C'est ce qu'on va appeler littéralement la grosse tubérosité, ou là le fundus. Fundus de l'estomac, c'est une poche, c'est la poche à air de l'estomac. On va généralement, une personne qui est debout, on va généralement trouver de l'air, l'hawa. C'est un intérêt clinique et radiologique important, voilà, parce que dans une radio, dans une exploration radiologique pour un individu qui est debout, on va chercher généralement ce fundus, puis une chauffe-eau où il y a l'estomac à peu près. Vu que c'est une poche qui est remplie d'air, ben là en radio. Après ce fundus, la plus grosse partie de l'estomac, c'est Hadi, le curseur TAI. C'est ce qu'on appelle le corps de l'estomac. Ce corps, deuxième partie classique donc de notre estomac, peut présenter une partie supplémentaire qui peut être décrite
comme une autre partie donc, de l'estomac qui va être appelée la petite tubérosité. Cette petite tubérosité, on l'a définie, les auteurs la définissent comme étant la partie la plus hap li tahbat l'ktar de l'estomac. Alors faites le schéma, tu as l'impression que c'est de la partie, mais on va prendre un autre schéma, on va prendre ce schéma-là, et là tu peux voir que la petite tubérosité, présentée ici, faites le schéma, c'est la partie la plus, li tahbat le plus, la plus déclive de notre estomac, qui va contraster avec la grosse tubérosité. Certains auteurs la définissent comme étant une partie à part entière de l'estomac, c'est pour ça qu'on dit ici qu'il y a 4 parties. D'autres ne la définissent pas comme étant une partie à part entière, elle se situe du coup au niveau du corps, entre le corps et la troisième partie classique de l'estomac, qu'on va appeler la partie ou la zone pylorique de l'estomac. Oui, c'est la zone oui, on va retrouver Ferra, notre orifice inférieur de l'estomac qui est notre pylore. Cette zone-là, on la divise en deux. On la divise première partie. C'est ce qu'on appelle le vestibule ou l'antre pylorique. Donc c'est la première partie horizontale de l'estomac qui va permettre aux chenous de passer du corps à la zone pylorique. Deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le canal pylorique. Et ce canal pylorique va me donner sur une formation sphinctérienne, il y a un espèce de sphincter qui va permettre de circonscrire l'orifice pylorique, le pylore. Jonction entre estomac et duodénum. Ça, c'est la configuration externe générale de notre estomac. Si on veut détailler un peu plus, on va décrire la petite courbure, la grande courbure. Je ne fais un peu plus la disposition de cet estomac. Alors, la petite courbure, c'est ce que tu vois ici, c'est le bord droit de notre estomac. Elle va commencer, elle va permettre de continuer l'œsophage, littéralement. Elle va aller donc du cardia, de l'orifice supérieur de l'estomac, jonction gastro-œsophagienne, jusqu'au pylore, jusqu'à la jonction gastro-duodénale. Ce bord droit, cette petite courbure, bord droit postérieur ternant, c'est un bord qui va contenir, qui marque ici, il a une forme de L inversée, un L qui présente du coup deux segments. Un segment vertical et un segment horizontal. Le segment vertical va permettre de circonscrire en fait le corps de l'estomac. Le segment horizontal va permettre de donner la partie ou la zone pylorique ternant. Et ce bord droit, il va présenter deux plis importants. Le premier pli, c'est ce qu'on appelle le pli angulaire. Ce pli angulaire va permettre de séparer, permettre de séparer le segment vertical du segment horizontal. C'est le premier pli ternant pour notre bord droit. Et pour le deuxième pli, c'est un pli qui se situe à la fin, à la terminaison de ce bord droit qu'on appelle le pli prépylorique supérieur. Il se situe ici. Le pli prépylorique supérieur va permettre de circonscrire mulfour la formation sphinctérienne ternant, le pylore ternant, histoire de relâcher le chim de l'estomac, puis je directement l'estomac, le duodénum, donc on va le lâcher petit à petit grâce à ce sphincter. Ça, c'est la description de notre bord droit, de notre petite courbure. La grande courbure, qui elle est beaucoup plus grande, elle est 4 à 5 fois plus longue que la petite courbure. Elle va aller de l'incisure cardiale, qu'on a décrit Naya, qu'on appelle l'angle de His. Oui, c'est une incisure qui a été décrite par His, justement. Et qui va aller, donc cette grande courbure, elle va aller jusqu'au pylore. Jusqu'au pylore, où elle va se terminer par un pli qu'on va appeler le pli prépylorique, cette fois-ci inférieur. Les deux plis permettent de me donner, d'un point de vue interne, on va le voir la configuration interne, une espèce du coup une espèce de valvule annulaire pylorique qui permet de me créer cette formation sphinctérienne pour relâcher petit à petit le chyme, le bol alimentaire qui a été transformé en bouillie liquide de l'estomac vers le duodénum, histoire de continuer la digestion et de maximiser l'absorption. Ça, c'est du coup les deux extrémités de notre grande courbure. Elle va présenter, elle va présenter du coup plusieurs segments. Elle présente un segment supérieur qui va en fait circonscrire le fundus, notre grosse tubérosité. Elle va avoir un segment moyen, circonscrire le corps de notre estomac.
et un segment inférieur qui va permettre en fait de me donner la zone pylorique terne. Là, c'est encore mieux. Faites le schéma. On te dit qu'on a trois segments. Un segment supérieur qui est dit convexe, qui va me donner la grosse tubérosité. Un segment moyen qui est allongé, qui va me donner le corps de l'estomac présent ici. Et un segment horizontal qui va me donner la partie anthropylorique, donc la zone pylorique terna avec l'antre du pylore. Et ici, ce n'est pas montré, mais on a le canal pylorique pour me donner sur l'orifice terna de jonction, le pylore, entre estomac et première portion de l'intestin qui est le duodénum. Les deux segments convexes et allongés vont me donner le segment vertical de cette grande courbure qui va du coup contraster, donc c'est ce qui est montré ici en jaune, contraster avec le segment horizontal de la partie anthropylorique. Ça, c'est la description de mon estomac d'un point de vue externe. Maintenant, on va de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'estomac? Comment est-ce qu'on peut observer déjà la configuration interne de l'estomac? Là, ici, sur un schéma, une coupe. Mais blam coupé, on peut utiliser une méthode d'exploration qui est la fibroscopie. Fibroscopie, une fibre optique au niveau de la cavité orale ou même au niveau de la cavité ou des fosses nasales, au niveau de l'œsophage, jusqu'à arriver au niveau de l'estomac pour pouvoir observer de l'intérieur au niveau de l'estomac à l'intérieur. Alors à l'intérieur, tu le sais, le tube digestif est tapissé par une muqueuse. Cette muqueuse va nous apparaître en fibroscopie avec une couleur rose-rouge. Alors cette muqueuse, elle va présenter, comme tu peux le voir sur le schéma, plusieurs plis. Ce sont des plis longitudinaux. Et en plus de ces plis, on va avoir deux formations intéressantes. On a une espèce de valvule, un repli de la muqueuse au niveau de l'incisure cardiale de His, à ce niveau-là. Ce repli de la muqueuse va me jouer le rôle de valvule qui permet de me donner une espèce de formation sphinctérienne, une espèce de sphincter, pour fermer l'œsophage et éviter que le contenu gastrique, le contenu de l'estomac, ait l'œsophage pour éviter en fait les reflux, les RGO, les reflux gastro-œsophagiens, parce que l'acidité de l'estomac, elle va agresser l'œsophage terna parce que la muqueuse œsophagienne n'est pas préparée à recevoir de l'acidité. Donc, cette valvule a le repli vers la muqueuse qui fait qui en fait la partie interne de notre incisure cardiale de His. Les anatomistes la valvule de Kubarov. C'est la valvule cardio-œsophagienne. Deuxième formation, un deuxième repli muqueux à l'intérieur de notre estomac, c'est au niveau du pylore. C'est la fameuse valvule pylorique qui est circonscrite par les plis prépyloriques supérieurs et inférieurs de mes bords droit et gauche, dans une petite courbure et grande courbure, qui va me donner une espèce de valvule, une espèce de formation sphinctérienne en forme d'anneau, c'est pour ça qu'on l'appelle la valvule annulaire, qui permet cette fois-ci de fermer entre guillemets la jonction entre estomac, la jonction gastro-duodénale, la jonction entre l'estomac et le duodénum, histoire de laisser passer le chim, blaqal blaqal, tu connais la chanson. Autre détail important à connaître au niveau de cette muqueuse, ça on le verra en histo et même en physio, c'est que la muqueuse gastrique au niveau vertical, c'est-à-dire fendus et corps de notre estomac avec la petite tubérosité, elle va sécréter de l'acide, du HCl. Donc elle va sécréter, elle aura une sécrétion acide à ce niveau-là, tandis que la portion horizontale, la partie pylorique, la partie ou la zone anthropylorique, elle va avoir une sécrétion de type alcaline, de type basique, histoire de contrecarrer l'acidité de cette portion verticale pour que l'acidité ne soit au niveau du duodénum. Tac. Détail clinique pathologique important, cette zone hadia, la zone horizontale, c'est une zone où on peut retrouver les ulcères, les fameux ulcères de l'estomac. De part, si on a une trop grosse augmentation de l'acidité de l'estomac, ça peut du coup littéralement me trouer la paroi de notre estomac. Donc, d'un point de vue structure, histologique, je ne vais pas m'attarder bzaf aléha parce que en histo, les vidéos d'histologie ramjayin, Inch'Allah, la semaine bloquée, on espère. Donc la structure de l'estomac, elle est composée donc ici de 4 tuniques, selon le diapo.
De l'extérieur vers l'intérieur, donc de la superficie à la profondeur, on va retrouver déjà une séreuse qui me vient en fait du péritoine viscéral qui va venir recouvrir l'estomac. Ensuite, la séreuse, on va retrouver une couche musculaire qu'on va appeler la musculeuse, pardon, qui va être constituée de trois couches au niveau de l'estomac. Une couche de fibres musculaires qui ont une direction longitudinale qui vont me suivre l'axe de l'estomac. Une couche de fibres musculaires qui ont cette fois-ci une direction circulaire. Et une couche de fibres musculaires qui ont une orientation entre les deux, une orientation oblique. Ensuite, تحت de la musculeuse, on va retrouver une sous-muqueuse et تحت la sous-muqueuse, on retrouvera la fameuse muqueuse gastrique. Ça, c'est pour la structure qu'on ne va pas trop détailler. On passe directement au moyen de fixité de notre estomac. L'estomac, c'est un organe qui est mobile. Hein, ce n'est pas un organe qui est fixé, il met bouger. C'est un organe qui est très mobile, il va bouger. Maintenant, vu qu'il va bouger, on est quand même obligé on est obligé de le fixer pour qu'il ne va pas se faufiler à droite et à gauche ou il بدل بلاصتو. لازم يبقى في la région, في la loge sophrénique gauche تاعو au niveau sus-mésocolique et au niveau de l'hypocondre gauche et au niveau épigastrique. Donc l'estomac تاعي يبقى في بلاصتو, on est obligé نشدوه par plusieurs formations ligamentaires ou là par justement d'autres moyens de fixité, justement par les continuités avec les autres organes. Première des choses, qui fait l'estomac, il fait plasto. Il fait plasto de par la continuité avec le tube digestif, c'est-à-dire continuité avec l'œsophage, le foc, et continuité avec le duodénum, et après. Cette continuité avec justement l'œsophage qui gêne le pharynx et le duodénum qui va se continuer avec les anses grêles, l'intestin grêle ou le barit et le tube digestif va permettre de faire garder justement l'estomac entre les deux, entre l'œsophage et entre justement le duodénum. Première des choses, premier moyen de fixité. Deuxième moyen de fixité, c'est par le biais donc des replis péritonéaux. Le péritoine, la séreuse, membrane séreuse qui va venir recouvrir les organes digestifs, elle va me donner des replis péritonéaux que tu connais déjà, les fameux omentum, les fameux épiplombs, comme on les appelait avant. Alors, déjà, on a le petit épiplomb. C'est ce que tu vois ici, sur la droite de l'estomac. Ce petit épiplomb, ce petit omentum, il va venir lier la petite courbure de l'estomac à la face inférieure de notre foie. Il va contenir trois parties, pars vasculosa, pars flaccida, pars condosa, et la pars vasculosa, elle va contenir les éléments du pédicule hépatique, par exemple. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, de ce petit omentum, on va trouver un ou des vaisseaux importants pour la vascularisation de l'estomac. On va les voir juste après. Petit omentum, check, c'est un moyen de fixité. On a le grand omentum. Alors, le grand omentum, c'est celui-là, c'est un omentum qui est constitué selon le cours de Péritoine-Iderna de deux éléments. Il va aller donc de la grande courbure de l'estomac, s'attacher au niveau du côlon transverse, par le biais donc du ligament gastrocolique. Ce ligament gastrocolique, première partie, si tu veux, de notre grand omentum, va permettre de lier l'estomac, de le fixer au côlon transverse. Ensuite, le côlon transverse, la partie horizontale de notre grand omentum, on aura le tablier épiploïque, la suite de notre grand omentum qui va venir se former sous la forme d'un tablier qui va venir recouvrir un petit peu les anses grêles. Ça permet de zincher encore plus l'estomac تاعي. وش خصني un dernier omentum et un dernier ligament. Alors, dernier omentum, c'est l'omentum qui va permettre de chidler l'estomac avec l'autre organe, l'hypocondre gauche. C'est la rate. C'est ce qu'on appelle l'omentum gastro-splénique qui est présent là. Il permet de chidler l'estomac du côté gauche avec la rate. Il laisse passer les vaisseaux sanguins là. Et dernière structure, qui est ici en numéro 3, j'aurais dû qui va permettre de chidler le fundus de notre estomac avec la paroi supérieure qui va permettre de me séparer la cavité thoracique de la cavité abdominale. J'ai nommé le diaphragme. Donc on a le ligament gastrophrénique qui va permettre de chidler l'estomac, de suspendre l'estomac à notre paroi الفوقانية qui est du coup le diaphragme. Donc les moyens de fixité permettent donc معروفين. Ce sont des replis péritonéaux avec la continuité de l'estomac, les organes, l'œsophage et le duodénum.
Ça, c'est pour permettre de chidler l'estomac, non pas l'immobiliser, parce qu'il reste très mobile, mais éviter qu'il se déplace dans la loge terre. Ça, c'était du coup pour les moyens de fixité. On passe maintenant à l'anatomie topographique. Quels sont les rapports de notre estomac? Ou sinon, les structures anatomiques liées à un rapport de près ou de loin avec cet estomac. On va étudier les rapports de notre estomac avec les constituants TH, justement. On a dit que l'estomac il est constitué d'une grande courbure, petite courbure, face antérieure, face postérieure, parce qu'on a dit qu'il était aplati d'avant en arrière. Donc, je vous fous les rapports t'as la grande courbure, les rapports t'as la petite courbure, et les rapports face antérieure, face postérieure. On va commencer avec la grande courbure. La grande courbure, elle va répondre à quelle structure anatomique à ton avis? Le schéma a يهضر وحده. La grande courbure qui on a un segment convexe qui va donner le fundus, grosse tubérosité, un segment allongé qui va me donner le corps et un segment horizontal qui va me donner la zone ou la zone pylorique ou la zone anthropylorique. Alors, on va commencer avec la zone de la grosse tubérosité. La grande courbure, tu as le fundus qui va être en rapport avec quoi? Le diaphragme, la coupole diaphragmatique gauche, par le biais du ligament qui va permettre de chidler le fundus avec le diaphragme, qui est donc le ligament gastro-phrénique, qui peut contenir les vaisseaux courts donc de l'estomac. Ça, c'est le premier rapport. Et par le biais du diaphragme, le fundus va rentrer en rapport avec les structures qui sont la cavité thoracique, l'ihoma, le péricarde et la plèvre, là, le poumon TAE. Et bien sûr, plèvre et poumon gauche, parce que ici, l'estomac, il est du côté gauche. Voilà les rapports de la grande courbure au niveau de la grosse tubérosité. Le schéma est au niveau du corps, la grande courbure qui va venir circonscrire le corps à l'estomac TAE, il est en rapport avec la rate essentiellement, la rate ici du côté gauche, au niveau de l'hypochondre gauche, par le biais de l'omentum gastrosplénique, l'omentum qui va lier l'estomac et la rate. Et mais le tête, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'angle du côlon gauche, l'angle colique gauche. L'angle qui va permettre de réunir le côlon transverse avec le côlon descendant, le côlon gauche TAC. Ça, c'est les rapports du corps. Et au niveau de la zone anthropylorique, donc avec l'anthropylorique et le canal pylorique, donc cette partie-là de l'estomac, de la grande courbure, elle va rentrer en rapport avec le grand omentum, qui va la lier au côlon transverse avec son méso, et qui va du coup euh, avoir un rapport avec l'angle duodéno-jéjunal. Là, l'angle qui va permettre de réunir, de donner une jonction entre le duodénum et le jejunum, donc deuxième segment de notre intestin grêle. Ça, c'est du coup pour les rapports de la grande courbure. La petite courbure, les rapports de Hay sont encore plus simples. Le schéma est de la petite courbure, il y le petit omentum. Premier rapport qui va venir s'attacher au niveau de la face inférieure du foie. Deuxième rapport. Et à ce niveau-là, en rétropéritonéal, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr les éléments vasculaires, principalement l'aorte abdominale. Et cette aorte abdominale, elle va me donner à ce niveau-là la première branche collatérale viscérale, je précise bien viscérale, qui est du coup le tronc cœliaque. Mais le tronc cœliaque, la région, les féas du quadre transcéliaque, où on va retrouver un plexus, on va retrouver déjà deux ganglions nerveux avec un plexus nerveux bien développé, qui est du coup le plexus cœliaque, le plexus solaire, pour innerver les organes du coup de cette région-là, les organes digestifs. C'est la région cœliaque de Lushka, au niveau donc de la horte abdominale avec du coup le tronc cœliaque. À ce niveau-là, tu as un détail important. L'artère gastrique gauche, qui est une branche du tronc cœliaque, la vascularisation, elle marche, du moins elle au niveau de cette petite courbure, au niveau du petit omentum. Ça, c'était pour les rapports des courbures, donc du côté latéral entre guillemets. Maintenant, la face postérieure, quels sont les rapports de l'estomac en arrière de l'estomac? Si tu te rappelles du cours le péritoine, on avait mentionné que la cavité péritonéale, cavité virtuelle, circonscrite entre les deux feuillets du péritoine pariétal et viscéral, va me donner des diverticules. Le diverticule le plus important, et il y a une poche, c'est une poche, juste derrière l'estomac, mort l'estomac. Et de la poche, la bourse omentale. On appelle l'ancienne nomenclature l'arrière-cavité des épiplombs. Un nom un peu drôle. L'arrière-cavité des épiplombs, la bourse omentale, c'est du coup cette
région-là, le curseur Taindero. Donc, c'est ce diverticule de la cavité péritonéale, la petite cavité péritonéale qui se situe en arrière de l'estomac, circonscrite du coup par le hiatus de Winslow, qu'on appelle la porte bleue parce que c'est entre du coup les deux veines, veine cave ici inférieure, avec du coup la veine porte. Cette arrière cavité des épiplombs, surtout la partie de cette bourse mentale, cette arrière cavité des épiplombs qui est juste derrière l'estomac, c'est ce qu'on appelle la poche rétrogastrique. Cette poche rétrogastrique est une poche virtuelle qui permet à l'estomac de gonfler dans le cas où le bzef par exemple. Elle va elle va par le biais de cette poche rétrogastrique, on aura les autres rapports postérieurs de l'estomac. Ou les autres rapports postérieurs, c'est bien sûr en arrière la paroi, donc le diaphragme le pilier gauche du diaphragme. On aura les organes, l'espace rétropéritonéal latéral gauche, donc surrénal gauche, le rein gauche, le poste supérieur du rein gauche que tu vois ici, fait le schéma. On aura la rate, bien sûr, elle est un peu plus en arrière. On aura le pancréas avec la queue le corps et la queue donc de notre pancréas qu'on étudiera dans le prochain cours avec le melteht, le mésocolon transverse. Voilà, donc ici tu as aussi une coupe transversale, ça c'est une coupe qui passe par L1 si je ne me trompe pas, c'est une coupe qui passe du coup par la première vertèbre lombaire qui permet d'observer les éléments les éléments du coup de la cavité péritonéale et aussi donc de la région rétropéritonéale. Donc, rapport postérieur de l'estomac, on a bien sûr la bourse mentale. La bourse mentale, on aura un rapport avec pancréas, avec la rate, avec le rein gauche et la surrénale gauche qui va la coiffer. On aura un rapport multeht avec le mésocolon transverse. Ça donne les rapports de la rapport postérieur de notre estomac. Les rapports antérieurs. Les rapports antérieurs, ils sont importants. Ils sont importants, surtout au niveau anatomie palpatoire. On a dit que l'estomac, regarde bien l'estomac, fait le schéma de gauche. Chaque tchouf. L'estomac qui marque organe thoraco-abdominal. C'est un organe de la cavité abdominale. Il a une projection thoracique parce que je suis un relève le gris costal. Donc il va avoir deux portions, deux segments. La face antérieure, Théo. On aura un segment qui relève le gris costal. C'est ce qu'on appelle le segment sous-thoracique. Et on aura un segment, le gris costal, c'est ce qu'on appelle le segment abdominal épigastrique, qui a formé un triangle d'ailleurs. Donc, nous بداو avec le segment sous-thoracique. Le segment sous-thoracique, les juste le gris costal, c'est un segment qui va constituer un espace qu'on va appeler l'espace de Traube. Cet espace de Traube, on va définir. Cet espace de Traube, c'est un espace sonore qui est utile pour l'anatomie palpatoire, l'examen clinique, parce que c'est l'espace où je vais retrouver le fundus. Fundus, grosse tuberosité de l'estomac, c'est la poche à air gastrique tac. C'est là parce que j'ai trouvé de l'air. Donc, à la percussion, si je tapote, je fais des petites tapes sur cette région-là, sur cet espace-là de Traube, on va retrouver un son caractéristique, une sonorité saute à l'estomac qui me montre justement un l'estomac. C'est un organe qui est creux et qui est rempli d'air. C'est ce qu'on appelle du coup l'espace de Traube. Cet espace de Traube, il est délimité par, on va revenir faire le schéma, il est délimité du coup sur la droite par le foie. Il est délimité sur la gauche par le poumon gauche là où il avec du coup le récessus costo-diaphragmatique, le récessus pleural du coup à la plèvre. Et ça permet en fait de me donner cet espace-là qui représente l'estomac sous-thoracique théaque. Cet espace sonore, elle va du coup être différente du son qui est donné par le foie. Le foie, lorsque tu vas le taper, lorsque tu vas du coup tapoter à la percussion, le foie a un son mat. On dit qu'il a une certaine matité. Ça veut dire que c'est un organe lourd. C'est un organe qui est lourd parce que c'est un organe qui n'est pas total, qui n'est pas creux. Quand tu vas le taper, on dit qu'il est mat. Et ça va contraster, l'espace de Traube va contraster avec le tympanisme du poumon. Le tympanisme, le poumon est un tissu spongieux élastique. Quand tu vas taper au niveau du poumon, ce n'est pas comme quand tu tapes au niveau du foie.
Parce que du coup, c'est un organe qui va se remplir d'air et qui est élastique. L'estomac, kiff, on dit que cette portion-là est représentée par cet espace de Trope, qui est un espace sonore utile et important au niveau clinique, au niveau de l'anatomie palpatoire. Donc, cet espace de Trope, qui est du coup le segment sous-thoracique تاعك. وشنو هما les limites, وشنو هما les rapports, pardon, ماشي les limites, les rapports anatomiques تاعو. قلناهم. On a le poumon gauche. Poumon gauche en avant et à gauche avec le récessus تاع la plèvre, le récessus costo-diaphragmatique, les hayahbat, du coup entre la plèvre diaphragmatique et la plèvre costale qui va descendre à ce niveau-là. Ici en milfouq, par le biais du diaphragme, on aura le péricarde, tenit. Sur la droite, on aura la face viscérale qui va venir recouvrir donc cet estomac, la face viscérale de notre foie gauche, le lobe gauche, le foie tac. Donc, les éléments qui vont venir avoir un rapport avec l'estomac. Sans oublier le rapport antérieur le plus important, le gris costal. Maintenant, on passe au deuxième segment, cette espèce de triangle là derrière. Donc, c'est le segment abdominal épigastrique de l'estomac. Donc, le segment de l'estomac qui va se trouver dans la région épigastrique, les quadrants, la cavité, l'abdomen, la cavité abdominale. Donc, ce segment abdominal-là, il va former un triangle qu'on va appeler le triangle de Labé. Ce triangle de Labé, il est limité. Il est limité à droite par le bord antérieur de notre foie. Il est limité à gauche par le rebord costal. Ici, donc les différents cartilages costaux qui vont venir délimiter le côté gauche de notre triangle ternant. Et on aura une ligne virtuelle, horizontale, qui va aller de du 9e cartilage costal du côté gauche jusqu'au 9e cartilage costal du côté droit. Entre les deux 9e cartilage costaux. Ce triangle-là, donc on a du coup les rapports sur les côtés. Donc à droite, le foie. À gauche, rebord costal, cartilage costaud. En bas, la ligne virtuelle qui va réunir les deux 9 cartilages costaux. Et en antérieur, ce sera la paroi antérieure de l'abdomen. Ça, c'est un rapport important qui n'est pas cité, mais ça qui est important. Parce que ici, je n'ai pas le rebord costal, donc automatiquement, c'est la paroi antérieure de notre abdomen. On passe maintenant à la vascularisation de notre estomac. La vascularisation de l'estomac, elle est, je ne vais pas dire compliquée, je vais dire complexe, surtout pour la vascularisation artérielle, mais on va l'expliquer de la manière la plus simple possible. Alors, l'estomac est richement vascularisé par le biais des artères ligionnées, la première collatérale viscérale de l'aorte abdominale qui est le tronc cœliaque. Qui est du coup le tronc cœliaque. Le tronc cœliaque, comme on a déjà fait le cours sur l'aorte, je t'invite à aller revoir le résumé de l'aorte de Makchef Emleh. Le tronc cœliaque, c'est du coup la première branche collatérale de l'aorte abdominale qui va se diviser en 3 artères. L'artère gastrique gauche, très importante, qui va aider à vasculariser l'estomac. L'artère splénique, qui va vasculariser l'estomac, mais qui va aussi aller vers la rate, littéralement, c'est l'artère splénique. Et l'artère hépatique commune. L'artère hépatique commune ou la primitive, l'artère hépatique commune qui va aider à vasculariser l'estomac, le duodénum, on va voir le prochain cours, et surtout le foie, net. Cette artère hépatique propre, elle va se diviser en 2 artères d'ailleurs. Cette artère hépatique commune, elle va se diviser en 2 artères. L'hépatique propre qui va rejoindre le pédicule hépatique, avec la veine porte, au niveau du foie. Et une autre artère qu'on va appeler l'artère gastro-duodénale. L'artère, elle est importante parce qu'elle aide à vasculariser l'estomac et le duodénum, comme son nom l'indique. Ça, ce sont les branches du tronc cœliaque. Mais les branches, j'aurai plusieurs artères qui vont aider à vasculariser l'estomac. Comment est-ce qu'ils vont vasculariser l'estomac et les artères? Alors, on aura 2 cercles artériels qui vont se créer, 2 cercles qui vont permettre de vasculariser l'estomac du côté de la petite courbure et du côté de la grande courbure. J'ai un cercle artériel de la petite courbure et j'ai un cercle artériel de la grande courbure. Quelles sont les artères qui vont permettre de vasculariser
et de créer du coup des cercles. On va commencer بالعقل. Le cercle de la petite courbure. Comment est-ce qu'on va vasculariser la petite courbure? La petite courbure est vascularisée par un cercle artériel composé de l'artère gastrique gauche, qui va créer un cercle avec l'artère gastrique droite. منين جاتني l'artère gastrique gauche, منين جاتني l'artère gastrique droite? L'artère gastrique gauche est une branche directe du tronc cœliaque. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Elle va me donner plusieurs branches, elle va se ramifier, me donner plusieurs branches pour pouvoir vasculariser l'estomac, dont les artères cardiotubérositaires. Cardiotubérositaires pour permettre de vasculariser la zone du cardia, la zone de la grosse tubérosité, mais aussi de vasculariser un petit peu de l'œsophage. Il a le chef le court à l'œsophage. Ça, là entre parenthèses. Et l'artère gastrique droite, منين جاتني? L'artère gastrique droite est une branche collatérale de l'artère hépatique propre. Regarde bien mon curseur. C'est une branche collatérale de l'artère hépatique propre. Elle-même branche de l'hépatique commune qui me vient du tronc cœliaque. Tout simplement. Ça, c'est le cercle qui va permettre de vasculariser la petite courbure. Gastrique gauche, gastrique droite, pour vasculariser la petite courbure et la région du cardia avec la région de du fundus. On passe maintenant au cercle artériel de la grande courbure. Donc, le cercle artériel de la grande courbure est composé de deux artères qui sont appelées les artères gastro-omentales épiploïques. C'est la même chose, omentale épiploïque, parce que l'omentum et l'épiplon c'est la même chose. On va appeler épiploïque pour expliquer. L'artère gastro-épiploïque gauche qui va former un cercle avec l'artère gastro-épiploïque droite. منين جاوني هاد les deux artères? L'artère gastro-épiploïque gauche est une branche de l'artère splénique, elle-même branche du coup du tronc cœliaque. L'artère splénique est là pour but de vasculariser la rate, mais du coup elle te donne une branche collatérale, la gastro-épiploïque gauche, pour vasculariser l'estomac. Ok. La gastro-épiploïque droite, c'est une branche d'une artère, c'est la gastro-duodénale, qui est elle-même branche de l'hépatique commune, branche du tronc cœliaque. La gastro-épiploïque droite me vient de la gastro-duodénale, l'hépatique commune, et cette hépatique commune, quand elle donne la gastro-duodénale, tous les hépatiques propres, pour aller traiter du coup au niveau du foie, le pédicule hépatique. Donc voilà, le cercle est composé de ces deux artères, gastro-épiploïque gauche et droite. On peut l'appeler l'artère gastro-omentale, c'est la même chose, qui va vasculariser, créer un cercle, avec bien sûr, il y aura des ramifications, bien sûr, qui va permettre de vasculariser la grande courbure avec la région du corps et la partie horizontale, donc la partie anthropylorique ternaire. Hadou les deux cercles qui permettent la vascularisation de notre estomac. On va rajouter en plus de ces deux cercles composés de la gastrique gauche, gastrique droite pour la petite courbure et la gastro-épiploïque gauche, gastro-épiploïque droite pour la grande courbure, on va rajouter des vaisseaux courts, des artères courtes qui sont des branches collatérales de l'artère splénique. L'artère splénique, en plus de me donner la gastro-épiploïque gauche, comme tu peux le voir ici, elle va te donner quelques vaisseaux courts qui vont permettre de vasculariser la grosse tubérosité TAE. Ça, c'est pour la vascularisation artérielle. Les deux cercles sont faciles à retenir, ce sont des branches donc de mon tronc cœliaque, des artères iodionées le tronc cœliaque. La vascularisation veineuse, le drainage veineux, il se fait kiff par deux cercles, petite courbure, grande courbure, et ce sont des cercles donc qui sont satellites au cercle artériel. Maintenant, donc kiff, petite courbure, elle est formée de quoi? Gastrique gauche, gastrique droite, et kiff, grande courbure, gastro-omentale ou épiploïque gauche et gastro-omentale ou épiploïque droite. Les deux cercles vont permettre un drainage veineux de l'estomac. Maintenant, il faut savoir que les veines ils vont se drainer, oui, chose très importante, ces veines-là ne vont pas se drainer dans la veine cave inférieure directement, mais plutôt dans la veine porte. كاين قانون اللي يجي يقول لك بلي كاع لو سون ديجستيف اللي يجيك دوكم le tube digestif لازم قبل ما يروح le cœur لازم يدوز par le foie pour être traité et pour être traité. Donc c'est douce par le foie, par le biais donc de la veine porte, le système porte-tac. Donc la veine porte constituant
du pédicule hépatique, elle est... On va faire un petit cours sur la veine porte. On va faire un cours sur la veine porte. Ça, ici, je te mets quelques notions. Elle me vient de la réunion des trois veines, des trois veines satellites des artères du tronc cœliaque. Naoud la phrase. Le tronc porte, la veine porte, elle me vient de la réunion de trois veines qui sont en fait satellites des artères dans le tronc cœliaque, c'est-à-dire veine splénique plus veine mésentérique inférieure plus veine mésentérique supérieure va me donner le tronc porte. Tout simplement. Maintenant, il faut savoir que, fait le schéma, la veine splénique qui vient ici, qui vient du coup drainer le sang veineux de la rate, qui est satellite de l'artère splénique, elle va fusionner avec, ça c'est une veine satellite de l'artère mésentérique inférieure qu'on appelle la veine mésentérique inférieure. Les deux, splénique et mésentérique inférieure, vont fusionner pour me donner, un tronc veineux qu'on va appeler le tronc veineux spléno-mésentérique. Le tronc veineux spléno-mésentérique Hadaya, il va fusionner avec, ça c'est quoi? VMS, la veine mésentérique supérieure. Veine mésentérique supérieure avec le tronc spléno-mésentérique va me donner la fameuse veine porte. Et cette veine porte, elle va aller au niveau de notre foie. Donc elle va rejoindre le pédicule hépatique. Donc, revenons à notre drainage veineux à l'estomac. Maintenant qu'on sait que voilà, la veine porte, c'est la réunion de veine splénique avec mésentérique inférieure pour nous donner un tronc, le tronc spléno-mésentérique, qui va fusionner avec la veine mésentérique supérieure pour me donner le tronc porte. Il faut savoir donc que ces veines-là, qui me constituent, qui sont du coup le drainage veineux de l'estomac, tributaires de cette veine porte, sachant que les gastriques gauches, les veines gastriques gauches, elles se drainent directement la veine porte. Les veines courtes, le fundus, la grosse tubérosité, avec la gastro-omontale gauche, qui aide à former, rappelle-toi, le cercle du coup, de la grande courbure. Ils vont se drainer dans la veine splénique. Tandis que la gastro-omontale droite, elle va venir se drainer au niveau de la mésentérique supérieure. On reprend où je prends le deux cas. Donc, on a la veine gastrique gauche. Cette veine gastrique gauche va se drainer directement avec la gastrique droite. Les deux veines gastriques droite et gauche vont se drainer directement dans la veine porte. La veine, donc ça c'est pour le cercle de la petite courbure. Le cercle de la grande courbure, constitué de la gastro-épiploïque gauche et gastro-épiploïque droite. La gastro-épiploïque gauche va se drainer dans la veine splénique, qui va ensuite rejoindre du coup le tronc porte. Tandis que la veine gastro-épiploïque droite va être drainée, elle va être drainée dans la veine mésentérique supérieure, même ça marche directement. Elle ne va pas être drainée directement, elle va passer par une veine qu'on appelle le tronc gastrocolique de Henle. La veine de Henle, le tronc de Henle, pour ramener donc le sang veineux de cette gastro-épiploïque droite vers le mésentérique supérieur et ensuite dans le tronc porte. C'est aussi simple que ça. Donc ça c'était pour le drainage veineux. Pour le côté lymphatique, on distingue trois territoires de drainage. Donc la lymphe, l'estomac va être drainé par le biais de vaisseaux lymphatiques qui vont circuler dans des lymphoneux, dans des nœuds lymphatiques, dans des ganglions lymphatiques. Alors on a trois territoires de drainage, donc trois groupes de lymphoneux qui vont permettre de drainer la lymphe à l'estomac. On a le territoire qui vont du coup être satellites d'artères importantes. Donc on a le territoire gastrique gauche. Le territoire gastrique gauche est le territoire qui va prendre cette partie-là de l'estomac. Le curseur TI. C'est ce qui est montré avec la flèche rouge. Donc ce territoire gastrique gauche va constituer les 2 tiers supérieurs de la petite courbure. Les 2 tiers supérieurs de la petite courbure. Donc le cardia, donc ici la jonction entre les 2 tiers et le tiers de la petite courbure. Il va être drainé dans des lymphoneux satellites donc de satellites de l'artère gastrique gauche qui circule là. Elle est là, l'artère gastrique gauche. Premier territoire. Deuxième territoire, c'est ce qu'on appelle le territoire splénique.
montré la flèche jaune ici. Du coup, la souris TI. Il va être drainé par des lymphonodes, donc il va drainer déjà la région du fundus, principalement la région du fundus, et chuya la grande courbure, quelques centimètres la grande courbure. On dit que c'est un territoire splénique parce qu'il y a juste dame la rate, et les lymphonodes TAO sont satellites de l'artère splénique. Elle est là, l'artère splénique, hein, elle dort en zigzag, en trajet sinueux, en pointillé. Elle vient ici du tronc cœliaque. Donc, ça, c'est le deuxième territoire. Et le territoire le plus vaste, regarde, c'est cette partie, plus cette partie. C'est ce qu'on appelle le territoire hépatique. Le territoire hépatique, c'est le territoire le plus vaste, drainé donc par des lymphonodes de la région gastrique droite et de la région de la grande courbure avec l'antre pylorique. Donc, elle va drainer donc la partie pylorique et le tiers inférieur de la petite courbe de l'estomac, sans oublier les 2 tiers donc inférieurs de la grande courbure de l'estomac. Les lymphonodes adumants sont satellites, ils vont du coup se drainer une chaîne du coup de lymphonodes qarab à la veine hépatique. Ah pardon, l'artère hépatique commune. Garde les lymphonodes, donc garde le drainage lymphatique de l'estomac, garde la lymphe, elle va venir au niveau des lymphonodes de la région cœliaque, donc ici au niveau de la région cœliaque, pour ensuite le conduit thoracique, la citerne de Schill, et ensuite elle va circuler le canal thoracique. Ici on a quelques noms de lymphonodes à l'estomac, les lymphonodes de la région du cardia, du fundus, du île de la rate, les lymphonodes ici sus pancréatique, ils sont en arrière de l'estomac. Lymphonodes de la grande courbure, qui marquent ils sont bzaf, ils sont satellites ici de la gastro-épiploïque droite. Lymphonodes de la petite courbure, et voilà, donc c'est lymphonodes sous-pylorique, rétro-pylorique, sus-pylorique, lymphonodes hépatiques, etc., etc. Ça, c'était du coup pour la vascularisation et le drainage lymphatique. On passe maintenant à l'innervation. L'innervation, c'est une innervation sympathique et parasympathique par le biais de... déjà, l'innervation parasympathique est assurée du coup par les nerfs vagues. Nerf vague gauche, qui est en antérieur, ici de l'œsophage, c'est le tronc vagal antérieur, et le nerf vague droit qui devient le tronc vagal postérieur, qui vont permettre l'innervation parasympathique de notre estomac, par le biais d'un pédicule qu'on va appeler le pédicule de la petite courbure. Donc on a des rameaux gastriques li jaounés les nerfs vagues, comme ici, on a des rameaux œsocardiophendiques qui vont venir innerver un petit peu donc l'œsophage, la zone du cardia, la région du coup du fundus. Et on a 2 nerfs importants, il y a les nerfs de l'atargée. Un nerf l'atargée antérieur, les du coup le tronc vagal antérieur, le nerf vague gauche, et le nerf de l'atargée postérieur, les donc le tronc vagal postérieur, le nerf vague du côté droit. Ça, c'est l'innervation parasympathique par le biais du coup des 2 nerfs vagues. Ils vont assurer la contraction de l'estomac, donc le péristaltisme de l'estomac, relâchement du pylore et permettre une stimulation accrue de la sécrétion d'acidité. Avant, il y avait un intérêt clinique à ce niveau-là pour la connaissance de l'innervation parasympathique de l'estomac, parce que avant, pour pouvoir traiter les ulcères de l'estomac et les problèmes d'acidité au niveau de l'estomac, on peut avoir un traitement pharmacologique où on faisait ce qu'on appelait des vagotomies. On coupait, en fait, on sectionnait la connexion nerveuse entre nerf vague ou l'estomac, l'acidité, la sécrétion de l'acidité تنقص. C'était soit des vagotomies totales ou partielles, mais aujourd'hui, c'est des interventions qui sont très peu utilisées parce que justement, avec un traitement pharmacologique importante au niveau de l'acidité de l'estomac, qui met les traitements, l'hélicobacter pylori, l'hygiène gastrique, qui a de quoi je parle. Donc, ça c'était du coup la parenthèse d'un point de vue clinique. Pour l'innervation sympathique, elle me vient de la moelle spinale au niveau donc de la 6e à la 10e vertèbre thoracique. Et elle va venir donc par le biais des nerfs qu'on va appeler les nerfs splanchniques. Les nerfs splanchniques, les haïdjo, ils battent des rameaux sympathiques au niveau de had les deux. Ça c'est quoi? Ce sont les 2 ganglions cœliaques. 2 ganglions semi-lunaires, ils ont une forme semi-linéaire qu'on va appeler les ganglions cœliaques, qui vont permettre de me donner le plexus cœliaque, le plexus solaire TI.
Et le plexus solaire, il faut savoir qu'il peut me donner, donc c'est un assemblage de fibres nerveuses, de rameaux nerveux qui vont permettre l'innervation végétative autonome d'une grande partie de notre tube digestif. Il va me donner des plexus secondaires. Donc plusieurs rameaux nerveux qui risquent de me circuler un peu partout, comme par exemple le plexus au niveau hépatique. Le plexus hépatique, il permet de créer deux autres pédicules pour l'innervation de l'estomac. Le pédicule duodénopylorique qui permet l'innervation donc de la zone donc de pylore avec la jonction avec le duodénum, et le pédicule gastro-épiploïque droit, un ensemble du coup de filets nerveux qui vient du plexus hépatique, hein, donc notre plexus solaire, pour permettre l'innervation de cette zone-là de l'estomac. Donc, l'innervation ici sympathique, elle assure la contraction des vaisseaux sanguins, le relâchement, donc c'est l'inverse du parasympathique, relâchement de l'activité motrice de l'estomac et permet la diminution de la sécrétion acide, de la sécrétion gastrique. C'était tout du coup pour le cours sur l'estomac, l'anatomie de l'estomac. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.